Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Comment j'imagine le monde du travail dans 15 ans ? Je dirais deux mots. Le premier, c'est plus libre, vraiment la liberté. Moi, dans 15 ans, j'imagine qu'il y aura beaucoup moins d'entreprises pyramidales et beaucoup plus de travailleurs autonomes qui collaboreront les uns avec les autres, mais de manière vraiment plus indépendante. Donc, quelque part, il n'y aura pas le salariat d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre, mais tout le monde sera entrepreneur de sa vie. Et puis, le deuxième mot, ce serait plus durable, puisque j'imagine dans 15 ans que la motivation numéro 1 des personnes au travail, ce sera comment est-ce que je peux aider à résoudre un enjeu de société, comment est-ce que je peux utiliser mon temps de travail à contribuer à une cause qui m'est chère et à contribuer à rendre le monde plus durable. Versus comment juste gagner ma vie telle que ça a été en tout cas voilà, c'était la question qu'on se posait peut-être au siècle dernier quand on imaginait le fait de travailler. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment liberté et durabilité. Et si on changeait nos croyances vis-à-vis de l'entrepreneuriat et notre manière d'entreprendre ? Et si l'entrepreneuriat n'était pas plus risqué que le salariat ? Et si le chiffre d'affaires n'était pas lié au temps passé ? Et si l'entrepreneuriat éthique était nécessaire ? Et si la concurrence n'existait pas ? Solène Pigné est la fondatrice de Creator for Good, une agence de conseil en stratégie spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat pour créer un impact positif. Elle est expatriée à Istanbul et maman d'un petit garçon de 3 ans. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 2014 suite à un burn-out et depuis, l'entreprise a grandi avec une dizaine de collaboratrices et plusieurs centaines de projets à impact positif accompagnés. En 2021, elle a publié chez Duno le guide de l'entrepreneur durable. Avec Solène, nous revoyons ce qu'est l'entrepreneuriat. La comparaison avec la permaculture nous permet de prendre de la hauteur sur notre manière d'entreprendre et de faire différemment en respectant l'homme et la planète. Elle nous permet d'aborder une série de croyances limitantes sur l'organisation, l'argent, la concurrence qui peuvent nous empêcher d'avancer en tant qu'entrepreneur. Un épisode pour changer de perspective sur ta manière de travailler et de développer ton entreprise. Solène, y a-t-il une image qui te représente et pourquoi ? Alors, quand tu m'as demandé de préparer cette question, il y a une image qui m'est tout de suite venue. C'est une illustration qu'une amie m'a offerte il y a de nombreuses années maintenant, qui représente une jeune femme dont le visage est un oiseau. Et en fait, c'est vrai que c'est une image qui me représente bien. La liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales. Et j'ai pas mal voyagé dans ma vie. J'habite à l'étranger, j'habite à Istanbul, en Turquie, la seule ville au monde qui est entre 2 continents. Et donc voilà, cette notion de voyage, de liberté, je trouve qu'elle se retrouve bien dans cette femme oiseau. Et en même temps, les oiseaux, ils sont à la fois hyper libres, assez indépendants, mais ils voyagent souvent en groupe, justement, et ils sont très codépendants les uns des autres, ils fonctionnent en écosystème. Et pour moi, la liberté, ça n'exclut pas la coopération, la collaboration, et c'est aussi en ça que j'aime les oiseaux et que je trouve que ça me représente bien. Et c'est ce que tu as mis en œuvre dans ton travail au quotidien. Oui, tout à fait. Les valeurs se retrouvent dans le métier que je me suis créé. Ma mission, c'est d'accompagner des femmes qui se reconvertissent dans l'entrepreneuriat
pour à la fois gagner en liberté et aussi et surtout impacter positivement la société, le monde qui nous entoure. Donc, elles ont des fortes valeurs éco-responsables. Et moi-même, c'est ce qui m'a amenée à entreprendre. Mais je suis devenue très féministe, en fait, en devenant entrepreneur et en côtoyant de plus en plus de femmes entrepreneurs. Et donc, même si j'ai commencé en proposant des accompagnements individuels et que ça reste la colonne vertébrale des accompagnements qu'on propose, au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus collaboratif. Donc, je mets en contact, en commun les différents projets et entrepreneurs accompagnés. J'ai aussi une équipe qui s'est étoffée avec les années. Et j'aime beaucoup en fait cette idée de pouvoir chacun prendre sa liberté sans se retrouver seul non plus et pouvoir justement coopérer, échanger, s'entraider et finalement s'amener les unes les autres à aller le plus loin possible. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à voir le travail différemment? À la base, moi, j'étais plutôt bonne élève, pas excellente, mais dans le peloton de tête, on va dire. Donc, j'étais bonne élève, donc j'ai suivi un peu ce que c'est-à-dire la société, les profs, les parents, tout me disaient. Donc, faire des bonnes études pour trouver un bon job dans une bonne boîte, avoir un bon salaire et une belle vie. C'était un peu ce que j'imaginais du monde du travail, disons, pendant mes études. Et puis, comme de nombreuses personnes, je suis un peu tombée de haut quand j'ai vu la réalité de ce que ça représentait. Donc, j'ai fait mes belles études que j'ai beaucoup aimées. J'ai trouvé un bon boulot qui me permettait de voyager. Je faisais référence à l'oiseau tout à l'heure, donc ça cochait cette case-là. Mais très vite, je me suis sentie en décalage entre mes valeurs et celles de mon entreprise, puis même des collègues avec qui je travaillais. Je me trouvais différente. J'avais l'impression de mettre un masque pour aller au travail. Enfin, je mettais un costard, des talons et j'étais pas vraiment moi-même finalement. Et je pensais que que c'était normal, que ça faisait partie du jeu, jusqu'au jour où mon corps a lâché. En fait, j'ai frôlé le burn-out. Et pour de nombreuses raisons, mais l'une d'entre elles, c'était vraiment ce décalage de valeurs entre mon entreprise et, et moi-même. Et donc, voilà, c'est ce qui a enclenché mon envie de reconversion, non seulement voilà pour faire un autre travail, mais aussi surtout dans un cadre différent. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'entrepreneuriat que j'avais pas du tout envisagé quand j'étais plus jeune. On en avait rarement parlé à l'école. Et puis j'avais voilà de fausses croyances sur l'entrepreneuriat. J'avais l'impression qu'il fallait avoir plus de 40 ans, être un homme, avoir des fonds importants, un super réseau, une idée en or, enfin bref, tout ce que je n'avais pas et ce que je n'étais pas. Et heureusement, je me suis pas arrêtée à ces croyances-là et j'ai pu les déconstruire à l'aide d'autres personnes évidemment pour pouvoir me lancer et c'était en 2014, donc ça fait un petit moment maintenant et je suis très contente de ce virage. Et qu'est-ce qui est déterminant pour toi dans un travail aujourd'hui? Ce qui est déterminant pour moi, c'est le sentiment de se sentir à sa place, hein, de sentir que finalement, le temps qu'on passe à travailler, qui est quand même très important à l'échelle d'une journée, d'une semaine et des années qui passent, c'est que ce temps, il est investi à faire quelque chose qui est utile pour les autres et dans lequel on se sent à sa place, dans le sens où on sent que finalement, on offre ce qu'on a de plus riche à apporter finalement aux autres. On peut aider à résoudre un enjeu de société ou contribuer à une cause qui nous est chère. Pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus important, au-delà de gagner sa vie, parce que quelque part le travail tel qu'on me l'avait présenté plus jeune ou pendant les études, c'était ce qu'on fait comme travail, c'est ça permet de gagner sa vie. Et finalement, moi j'ai bien gagné ma vie dès le début de ma vie salariée et ça ne me comblait pas du tout.
Donc, je me suis vite rendu compte que c'était peut-être là aussi une croyance à dépasser de à quoi ça sert de travailler. Bon, certes, bien sûr, hein, la partie financière a son importance, mais je pense pas que ce soit une fin en soi. C'est plus un moyen pour moi. La fin en soi, ça va être justement à quoi est-ce qu'on va contribuer, qu'est-ce qu'on va pouvoir, de quoi on va pouvoir être fier à la fin de notre vie quand on racontera à nos petits-enfants sur notre lit de mort ce à quoi on a contribué finalement. Et d'ailleurs, tu parles d'entrepreneuriat éthique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion? Pour le coup, là, dès mes études, j'ai eu envie d'avoir un impact positif. Je m'intéressais beaucoup au développement durable et j'ai fait un master spécialisé en développement durable. À l'époque, je pensais pouvoir euh, travailler à ça au sein d'une entreprise ou aider le tissu économique finalement à se transformer de l'intérieur. Je me suis brûlé les ailes à cet exercice. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Et la raison de me lancer à mon compte, c'était de me dire, si les entreprises classiques, finalement, elles sont trop lentes à faire cette transition écologique, est-ce que finalement, en créant sa propre structure, on peut pas mettre les valeurs d'éthique, d'écologie, dans mon cas de féminisme aussi, au cœur de l'activité, de la mission même de l'entreprise, et du coup aller plus vite dans cette transition écologique et sociale dont on a tant besoin. Et pour moi, c'est ça en fait, une entreprise éthique, c'est pas une entreprise qui va faire une activité lambda et planter 3 arbres à la fin de l'année ou donner 1% aux pauvres enfants du Bangladesh, même si c'est tout à fait louable hein, de vouloir être dans la charité et de donner une fois qu'on a généré des profits. Mais pour moi, l'entrepreneuriat éthique, c'est vraiment aller au-delà de ce système binaire de il y a l'argent d'un côté et l'impact positif de l'autre, et de se dire non, en fait, finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir générer des revenus financiers tout en même temps générant un impact positif, et où du coup, plus l'impact positif est grand, plus les revenus financiers sont grands. Et donc là, c'est un changement de paradigme économique qui, à mes yeux en tout cas, a le pouvoir, le potentiel de vraiment transformer le tissu économique durablement pour le meilleur. Oui, c'est pas ajouter des choses du développement durable, mais c'est vraiment penser son modèle, on va dire économique, dès le début, en le basant sur ce côté éthique. Tout à fait. Puis c'est aussi parce que finalement, aujourd'hui, si on est dans une merde noire côté écologie, c'est parce que le développement économique de la dernière centaine d'années a fait en sorte qu'on a épuisé les ressources finalement pour pouvoir développer économiquement, notamment les pays occidentaux. Et donc quelque part, c'est aussi prendre le problème à la source. C'est encore une fois, c'est pas en plantant des arbres ou en donnant à des organismes de charité qu'on va changer le fond du problème. C'est en se questionnant sur aujourd'hui, comment est-ce que l'argent est généré, comment est-ce que le tissu économique est construit. Il est construit en détruisant la planète et voir les humains au passage. Bon, si on veut changer ça, il va falloir changer la façon dont on crée de la valeur finalement dans nos économies, et donc pouvoir insuffler une nouvelle façon de penser et de fonctionner pour qu'il y ait un vrai changement durable. Et d'ailleurs, on avait dit un mot sur la manière dont évolue la relation à l'argent et au profit dans ces nouvelles entreprises. Oui, c'est vrai que la relation à l'argent, elle est importante à faire évoluer. Encore une fois, lors du dernier, je perds le mot. Il y a la décennie et il y a le siècle. Voilà, lors du siècle dernier. J'habite à l'étranger, du coup, je parle 3 langues au quotidien et de temps en temps, j'ai mon français qui se mélange. Donc le dernier siècle, on a pensé économie et impact positif comme 2 choses différentes.
Donc séparé, il y a d'un côté la génération de profit, et puis s'il y a un peu de surplus, on donne à des charités de l'autre côté, et du coup, voilà, on se sent bien et tout va bien. Et on s'est vite rendu compte que ce fonctionnement binaire, il peut pas fonctionner. Et donc l'idée, ça va être de changer la façon dont on voit l'argent et la génération de profit pour pouvoir avoir des entreprises qui fonctionnent différemment. Moi, j'aime bien m'appuyer sur la permaculture pour justement faire ce changement finalement de paradigme ou de mode de pensée. Donc, la permaculture, ça a été créé finalement en réponse au désastre écologique qu'est l'agriculture moderne. Donc, c'est des chercheurs australiens dans les années 60 qui se sont demandé comment est-ce qu'on peut certes nourrir la planète. On était après-guerre, donc il y avait vraiment cette notion d'autonomie agricole. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir de bons rendements, mais sans détruire la planète, parce qu'on se rendait déjà compte que tous les pesticides et autres intrants et autres mécanisations avaient finalement des impacts délétères à moyen et long terme sur la Terre. Et donc, ils ont cherché, des chercheurs, et en s'inspirant de la nature, et notamment des forêts primaires ou de tous les endroits naturels qui sont extrêmement abondants, ils se sont rendus compte qu'en appliquant certains principes, on pouvait cultiver la terre en ayant de très bons rendements sans détruire la planète. Et ce triptyque de pensée, donc on va moins travailler la terre, on va du coup préserver le capital humain, on va ne pas détruire nos ressources au passage, tout en ayant un bon rendement économique. Ce triptyque-là, on peut l'appliquer à tout un tas d'autres champs. Il y a des personnes qui l'appliquent à la finance, par exemple. Moi, je propose de l'appliquer à l'entrepreneuriat en disant on va créer des entreprises qui préservent le capital humain, donc on n'aura pas besoin de beaucoup travailler dans ces entreprises-là, qui vont ne pas détruire la planète au passage et qui vont être rentables financièrement. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre sur ce sujet, sur le guide de l'entrepreneur durable. Il y a des choses très intéressantes que j'aimerais que l'on aborde maintenant, c'est que tu abordes beaucoup de croyances, des croyances limitantes que tu rencontres chez tes clients, chez les entrepreneurs autour de toi, et tu fais justement le lien avec la permaculture pour montrer en quoi cette croyance peut être dépassée. Alors, je propose d'aller un peu là-dedans parce que il y a vraiment ça apporte vraiment une autre vision de l'entrepreneuriat. Et nous avions justement discuté de plusieurs sujets autour de ça, car c'est des croyances qui touchent autant à notre rapport au temps, à l'argent, à la sécurité, à la différenciation, à la concurrence. Donc, je trouve qu'ils sont vraiment énormément d'actualité. Est-ce que tu veux commencer, par exemple, par le temps, justement? Qu'est-ce que nous dit la permaculture là-dessus en tant qu'entrepreneur? Ouais, c'est vrai que ça, c'est un enjeu important, parce que très souvent, les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont envie de retrouver une flexibilité qu'elles n'avaient pas en tant que salariées, voire peut-être travailler moins, 4 jours par semaine, ou avoir une gestion du temps plus libre. Mais ça s'accompagne de croyances de du coup, si je travaille moins, je vais gagner moins, ou je vais devoir faire une croix sur certaines ambitions d'impact ou de chiffre d'affaires. Et ce que nous enseigne la permaculture, c'est que justement, non, les deux ne sont pas intimement liés, et qu'on peut décorréler finalement le temps passé du revenu généré. Donc, tu le disais, j'ai écrit un livre sur le sujet, le guide de l'entrepreneur durable, où on va creuser dans chacun des 12 principes de la permaculture, parce qu'il y a 12 principes en permaculture. Et il y a notamment un de ces principes qui est donc de stocker l'énergie, puisqu'en fait, en permaculture, on propose de faire des stocks pour pouvoir avoir finalement des ressources suffisantes toute l'année. Donc, typiquement, on va, par exemple, stocker l'eau. Donc, comme ça, il y a des périodes de pluie, puis il y a des périodes de sécheresse. Mais comme on a stocké l'eau, on peut arroser tout le temps.
voilà, je donne cet exemple-là parce qu'il est très simple à comprendre et à visualiser. Bah, ça va être un petit peu la même chose pour le temps passé. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on va être très productif, d'autres où, au contraire, on aura envie de travailler peu. Bah, comment on va s'organiser pour faire en sorte de capitaliser sur les périodes très productives pour s'autoriser à travailler moins dans les périodes où on l'est moins. Donc voilà, si je donne un exemple très précis pour être très visuel, mais encore une fois, ça peut s'appliquer à peu près tout. Dans la gestion de la communication et du marketing, par exemple, appliquer ce principe, ça voudrait dire passer quelques heures à préparer beaucoup de contenu à l'avance. Donc, par exemple, toi qui as un podcast, ça va être, je sais pas, enregistrer 4 épisodes en une matinée, et puis ensuite automatiser le fait de les publier sur ton feed de podcast et d'accompagner ça de posts sur les réseaux sociaux ou de newsletters qui seront tout automatisés. Donc toi, tu auras travaillé une demi-journée à la création des épisodes et une demi-journée à la création de la communication autour de ces épisodes. En une journée, tu auras 1 mois de contenu si tu fais un épisode par semaine qui sera du coup préparé. Et ça, c'est voilà un exemple de comment est-ce qu'on peut décorréler le temps passé de sa, entre guillemets, productivité et de pouvoir fonctionner finalement en cycle plutôt que de manière linéaire. Un autre exemple que je donne dans le livre, puis que je partage aussi avec les clientes que j'accompagne, c'est d'observer son corps et de se rendre compte de quels sont les moments où on est très productif et ceux où on l'est moins. Donc ça peut être, je sais pas, il y a des personnes qui sont plus du matin, d'autres qui ont un regain d'énergie après le déjeuner ou inversement, qui ont besoin de faire une petite sieste. Quelque part, plutôt que de lutter à vouloir être productif de 9h à 18h du lundi au vendredi, pourquoi est-ce qu'on n'adapterait pas finalement notre emploi du temps à notre corps et à la façon dont on fonctionne? Et on peut même aller encore plus loin en regardant des cycles menstruels pour les personnes qui sont menstruées. Et de se dire, par exemple, moi, la première phase de mon cycle, donc pendant les menstruations, clairement, j'ai pas beaucoup d'énergie et je suis pas bonne dans l'interaction. J'ai envie d'être au fin fond de mon lit avec une bouillotte sur le ventre et à faire des trucs dans mon coin. Et du coup, je m'autorise ça. En fait, je bloque mon agenda. J'ai 0 rendez-vous ces semaines-là. Donc, 1 semaine par mois, j'ai 0 rendez-vous. Et c'est un moment où je prends du recul sur mon activité, où je fais des choses un peu de fond, où j'écris, ou enfin bref, je fais tout un tas de choses qui n'ont pas besoin d'être en interaction, et ça me permet en fait d'écouter mon corps plutôt que d'essayer de me forcer à faire comme si de rien n'était et à quand même être performant au travail, et au final de se retrouver avec de la fatigue qui s'accumule quand on n'écoute pas son corps. C'est le danger en fait qui est là. Donc voilà un exemple en fait de comment voilà ce qu'on met en pratique en permaculture peut s'appliquer dans son entreprise. Oui, d'ailleurs, l'idée des cycles, c'est effectivement pas toujours évident pour les personnes qui passent entrepreneurs. Donc, de changer, de se détacher effectivement de ces horaires régulières qui sont plus ou moins imposés en tant que salariés, et de se dire qu'ils peuvent s'organiser à leur manière. Donc ça, c'est une grande croyance à dépasser, je trouve, s'autoriser ça. Tout à fait. Et t'as raison, c'est le mot s'autoriser, parce que très souvent, les personnes ont l'élan de tester, de se dire, allez, là, cet après-midi, je vais faire un petit tour, je vais pas être derrière mon ordi et je m'autorise, entre guillemets, ou en tout cas, je teste, c'est mardi après-midi, je vais me balader en forêt, alors que, voilà, quand j'étais salariée, c'était hors de question. Mais très souvent, ça s'accompagne de beaucoup de culpabilité et de, oh là là, je procrastine. Mais en fait, est-ce que j'ai les épaules, etc. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de transition finalement à faire, parce que c'est pas juste le jour où on pose sa démission et qu'on se met à son compte que tout d'un coup, youpi, on profite de la liberté. La liberté, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux émotionnels sur voilà ce que tu disais, de s'autoriser, d'apprivoiser, parfois aussi de tester, de trouver ce qui nous correspond à nous, parce que quelque part, même si c'était un cadre imposé, le fait d'avoir un cadre, c'est assez structurant et ça peut avoir un côté rassurant. Donc, quand on se retrouve sans aucun cadre, on peut aussi se trouver vite perdu et patauger dans la semoule, clairement.
Donc voilà, c'est une vraie transition à mener et moi je trouve ça passionnant. Ouais. Et s'autoriser à ne pas être productif aussi, hein, tu l'as dit. Parce que cette habitude de se dire, faut toujours produire, être dans l'action, être dans le mouvement. Effectivement, la première fois que je me suis autorisée à vraiment faire cette semaine off sans rendez-vous et que la culpabilité ne m'a pas empêchée de faire cette expérimentation et de pouvoir finalement faire du travail différent, un peu plus de fond, travailler sur mon entreprise plutôt que d'être dans mon entreprise, ça m'a vraiment énormément apporté et je me suis rendu compte que de pas vouloir être à fond tout le temps, mais de s'autoriser finalement des phases voilà de travail différents, c'était au final plus bénéfique à mon activité et c'est finalement plus productif que plutôt que de vouloir être en mode surchauffe en permanence quelque part. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des choses à tester, s'autoriser et à se rendre compte qu'effectivement il n'y a pas une seule façon de fonctionner et c'est tant mieux. Oui, et de s'autoriser à fonctionner à sa manière, en fait, de s'observer aussi, hein, de pas se coller à des rythmes imposés. Donc ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très important. Et il y a une autre croyance, je trouve intéressante que tu as dite derrière, c'est se détacher de l'idée que l'on est payé à l'heure, en fait, que par autant que l'on est payé autant passé. Et ça, c'est aussi une croyance à dépasser qui peut changer beaucoup de choses. Oui, bah, surtout quand on est entrepreneur, on le voit bien, c'est faux, hein. C'est pas parce qu'on travaille 150 heures par semaine qu'on va avoir un chiffre d'affaires énormissime. Ah oui. On le sait bien. Et donc il y a des personnes qui travaillent beaucoup, qui gagnent très peu, et inversement des personnes qui travaillent peu et qui gagnent très bien. Donc en fait, et c'est le cas aussi, j'ai envie de dire dans la vie de salarié, hein. Je veux dire les infirmières gagnent très mal leur vie, elles travaillent beaucoup et il y a d'autres personnes qui travaillent peut-être moins, qui sont, enfin voilà, bref. Donc je pense que là pour le coup c'est une croyance quoi, c'est-à-dire que c'est pas corrélé, mais on a quand même cette, je sais pas, instinctivement on se dit oh là là. Si je m'autorise à ralentir un peu ou à travailler moins, bah du coup, ça va forcément avoir un impact sur mon chiffre d'affaires ou sur ma capacité à générer des revenus décents. Et il faut vraiment pouvoir d'abord s'auto-analyser et se rendre compte que non, en fait, mon chiffre d'affaires dépend de la valeur que je vais apporter à mes clients et du nombre de clients que je vais avoir. Et ça, c'est pas forcément corrélé au nombre d'heures passées. Attention, je suis pas en train de dire qu'on peut je suis pas une vendeuse de paillettes magiques qui fait qu'on peut claquer des doigts et gagner plein de sous en se la coulant douce à Bali. Hein. C'est pas du tout mon discours. Mais tout comme en permaculture, on va pas laisser le jardin en friche en disant advienne que pourra, nous on se la coule douce et c'est pas comme ça qu'on va avoir un jardin qui va nous permettre une autosuffisance alimentaire. Il y a du travail à faire. Est-ce que c'est beaucoup de travail H24 tout le temps sans jamais prendre une respiration? Non. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de pouvoir trouver cet équilibre et du coup travailler à une société plus équilibrée parce qu'on est dans une société où le travail a une grande importance et du coup c'est aussi une réflexion sociétale à avoir de voilà quelle place on a envie de donner au travail. Il y a des pays qui expérimentent, je pense à la Nouvelle-Zélande, il me semble, où ils expérimentent la semaine de 4 jours. En Europe du Nord aussi, les gens finissent un peu plus tôt du travail, ils vont chercher leurs enfants à l'école à 15h30. Enfin, voilà, il y a des pays comme ça un petit peu plus en avance qui osent travailler moins, apporter peut-être accorder une place plus importante à la vie personnelle et je pense que c'est aussi ce vers quoi on tend et après quand on devient entrepreneur on a cette liberté de pouvoir accélérer ce processus sociétal et de l'expérimenter un petit peu en avance, en amont et pouvoir aussi être pionnier de ces nouvelles façons de travailler. Et tu parlais aussi d'une autre croyance qui est très importante, je trouve, sur le fait que l'entrepreneuriat est plus précaire que le salariat.
Oui, oui, ça c'est une croyance. J'aime bien l'appeler une croyance parce que peut-être que certains des auditeurs vont se dire, bah non, c'est un fait. L'entrepreneuriat c'est plus précaire que le salariat parce que on l'a dit il y a quelques minutes, quand on est entrepreneur, on peut travailler 150 heures et gagner zéro. Donc quelque part, il y a cette notion de précarité et du coup qu'on conçoit comme un fait alors que vraiment c'est une croyance. Et je vais, pour le coup, là encore, donner un exemple lié à la permaculture. En fait, en permaculture, un des principes, ça va être de cultiver différentes espèces sur son terrain plutôt que d'être en monoculture, comme l'agriculture traditionnelle qui est très mauvaise pour la planète. Pourquoi? Parce que quand on est en monoculture, en fait, on est obligé déjà de tout défricher pour pouvoir faire pousser que des carottes ou que du maïs sur son terrain. Et du coup, dès qu'il y a une maladie qui touche les carottes ou le maïs, et toute notre récolte est perdue. Dès qu'il y a ce qu'on appelle les ravageurs, donc des petites espèces, je sais pas, de souris ou de mulots ou de je sais pas quoi, qui se retrouvent dans une surabondance de maïs ou de carottes, ils vont s'en donner à cœur joie. Alors que s'il y a plusieurs espèces qui cohabitent sur un terrain, on est moins précaire par rapport à ces risques naturels de maladies ou d'animaux qui viendraient faire un festin de notre travail. Et donc quelque part, on est beaucoup plus résilient quand on cultive plusieurs choses sur son terrain. Donc ça, c'est ce que nous apprend la permaculture. Et après, appliqué au monde du travail, ça veut dire que quelque part, lorsqu'on est salarié, on est dépendant d'une source de revenus, son employeur ou l'entreprise pour laquelle on travaille. Et donc, même si ça peut nous donner un sentiment de sécurité parce que on a un contrat de travail et une fiche de salaire qui tombe tous les mois, quelque part, s'il y a une crise économique, si je sais pas, il y a une réorganisation dans l'entreprise, on se retrouve avec un boss imbuvable, et quelque part c'est tout ou rien, quoi. C'est qu'on peut se retrouver du jour au lendemain sans plus aucune source de revenus, sauf le filet de sécurité sociale en France, le chômage, mais quelque part, il y a cette précarité-là liée au fait qu'on a une seule source de revenus. Lorsqu'on est entrepreneur, on a par définition plusieurs clients, qu'on soit freelance ou qu'on ait créé une structure qui ait la capacité d'accueillir un certain nombre de clients en parallèle. Ce qui fait que s'il y a une crise économique dans un secteur donné, on n'est pas forcément affecté parce qu'on a plusieurs clients. Si on a un client qui est imbuvable, avec qui on s'entend pas bien et qui nous fait faire un burn-out, paf, on peut couper et on a d'autres sources de revenus. Donc quelque part, l'entrepreneuriat, ça permet d'avoir une diversification des sources de revenus qui est beaucoup moins précaire que le salariat, puisque on est plus résilient finalement parce qu'on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Et ça, c'est vrai que c'est une croyance qui est très ancrée, cette insécurité que représente l'entrepreneuriat. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que finalement le salariat c'est pas si sécurisant que ça, parce que c'est de la monoculture quelque part. Et est-ce que tu veux nous parler d'une dernière croyance peut-être sur la concurrence? Justement, on vient de parler là, dans l'exemple de la permaculture, que donc sur un terrain, on va cultiver différentes choses pour avoir cette résilience en cas de pépin. Mais au-delà de ça, ça va aussi avoir un apport, c'est que les espèces entre elles vont s'entraider. Donc, par exemple, on va avoir des limaces qui vont être mangées par les canards qui vont faire des excréments qui vont aider les choux à pousser. Voilà, je donne une image un peu simpliste pour illustrer. Et c'est un des leviers qui permet d'ailleurs de moins travailler sur un terrain en permaculture, puisque finalement, les différentes espèces vont s'entraider, vont faire de l'ombre aux autres quand on a besoin pour pousser, vont faire de la rétention d'eau qui permet à d'autres du coup, etc. Et quelque part, les concurrents ou l'écosystème dans lequel on évolue en tant qu'entrepreneur, on peut soit le voir comme des menaces, soit le voir comme des alliés. Et moi, je prône plutôt la deuxième proposition, et de se dire finalement,
Si le but de mon entreprise, c'est de résoudre un enjeu de société ou de contribuer à une cause, toutes les autres personnes qui sont dans cette mouvance sont des alliés. Et est-ce que je peux pas créer des ponts, créer des offres en commun, par exemple, ou alors donner de la visibilité à ces entre guillemets concurrents et qui peuvent à leur tour m'apporter de la visibilité. Finalement, voilà, co-créer des choses ensemble plutôt que d'essayer de se tirer dans les pattes comme voilà l'image qu'on a parfois des entrepreneurs qui vont je sais pas, s'accaparer des parts de marché. Quelque part, voilà, dans l'entrepreneuriat éthique durable, on n'est pas forcément sur une logique de marché à se voilà à s'octroyer ou à se tirer dans les pattes pour en avoir plus que les autres, mais c'est plutôt comment est-ce que ensemble on va faire en sorte que la transition pour laquelle on travaille va être la plus efficiente possible. On a besoin en fait de beaucoup de solutions en parallèle pour faire en sorte que les choses avancent. Et ça, c'est aussi hyper important de se rendre compte que l'ensemble des concurrents qu'on peut avoir, finalement, le message qu'on porte tous à notre façon et à notre échelle, il contribue à faire évoluer les consciences. Et rien qu'en ça, en fait, c'est une bonne chose d'avoir plusieurs personnes dans l'écosystème. Et d'ailleurs, de se mettre ensemble aussi permet d'augmenter la portée. Donc, au final, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, et puis si je prends l'exemple de Creators for Good, mon entreprise, si j'étais la seule et unique à dire que mais l'entrepreneuriat, ça peut permettre d'avoir un impact positif, mais personne ne me croirait. Parce qu'en fait, quand on entend parler d'une chose une seule fois, le cerveau, il n'analyse pas ça comme étant une information sûre et validée. Alors que si on est plusieurs à battre le tambour et à expliquer que mais l'entrepreneuriat en fait c'est pas que ce qu'on imaginait ou ce qu'on voit dans les magazines ou les livres, c'est ça peut être autre chose, ça peut être fait autrement, ça peut être éthique, ça peut correspondre aux personnes qui ont des valeurs écologiques. Voilà, à force en fait ce message il passe de plus en plus et moi je l'ai vécu. Je me suis lancée en 2014, j'en parlais tout à l'heure, et j'étais une des premières à battre le tambour sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de entre guillemets concurrents qu'avant, et je m'en réjouis parce que du coup, ça veut dire que ce message il est en train d'infuser, de diffuser dans la société. Et en 2014, on me disait mais t'es folle, personne va vouloir payer pour tes services, ça marchera jamais. Et aujourd'hui, déjà force est de constater que ça marche et que deux, entre guillemets, tout le monde fait ça. Mais c'est très bien, moi j'en suis très contente. Et ça a pas du tout, d'ailleurs, si je peux rassurer les personnes qui nous écoutent, qui peuvent se dire, du coup, s'il y a plus de concurrents, il y a moins de clients. Non, au contraire. Moi, j'ai plus de demandes aujourd'hui qu'en 2014 parce que quand je me suis lancée, encore une fois, c'était pas une idée très répandue, donc je devais convaincre en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus beaucoup à convaincre. C'est comme, je sais pas, le zéro déchet. Les personnes qui ont lancé des initiatives dans le zéro déchet il y a quelques années, elles devaient convaincre à l'intérêt même de réduire ces déchets ou d'avoir un mode de vie écologique. Personne n'y croyait, tout le monde disait que ça intéresserait personne. Et aujourd'hui, c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Il reste du travail à faire, évidemment, et il reste des sceptiques à convaincre. Mais quelque part, aujourd'hui, voilà, c'est une tendance qui se solidifie et qui va devenir une norme. Et pour que ça devienne une norme, faut qu'il y ait énormément d'acteurs en fait qui puissent rejoindre le mouvement. Je reprends mon image d'oiseau du début de l'interview. Un petit oiseau tout seul, il va pas migrer. Il va pas pouvoir aller loin. Alors que quand il est entouré de toute sa flopée d'autres oiseaux qui vont tous dans la même direction, tout de suite ça donne du poids quoi. Ça crée un mouvement. Et donc, il faut qu'on soit plusieurs pour créer un mouvement. Vive les concurrents. Tout ça se retrouve dans ton livre, entre autres, le guide de l'entrepreneur durable dont tu parlais. Est-ce que tu veux nous en redire un petit mot? Alors, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu veux, nous dire une petite phrase à son sujet? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un livre
on reprend donc les 12 principes de la permaculture et on les applique à l'entrepreneuriat, ce qui permet de balayer un grand nombre de sujets. On parlait de la concurrence, de la relation au temps, de la relation à l'argent, mais ça balaye aussi comment valider son idée, comment tenir quand les quand les choses ne vont pas dans notre comme on l'avait prévu par exemple, etc. Et du coup, c'est un livre qui a été conçu pour s'adapter à tous les entrepreneurs qui soient au tout début de leur aventure en gestation de projet, à ceux qui sont plus aguerris. Il y a d'ailleurs un petit test qui est inclus dans le livre et qui permet de se situer en fait et du coup après pouvoir appliquer les principes en fonction de ce que j'appelle moi la saison entrepreneuriale. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, sur la page de description du livre que j'imagine tu donneras en complément de l'épisode, il y a la possibilité de télécharger les 20 premières pages du livre gratuitement. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter parce que je voudrais pas contribuer à un achat inutile. Donc, je pense que c'est bien toujours de pouvoir un peu feuilleter le livre avant de l'acheter. Donc, il y a les 20 premières pages du livre et à la fin du petit PDF avec les 20 premières pages du guide, il y a aussi une liste de librairies alternatives où on peut se procurer le livre parce que oui, il est disponible sur Amazon, mais voilà, si on peut l'acheter autre part, autant être cohérent. Donc, il y a des liens vers des librairies alternatives dans tous les pays francophones. Pour permettre aux personnes qui auront l'élan ensuite d'acheter le livre, de le faire de façon à contribuer aussi à une économie vertueuse. Et où peut-on te retrouver? Alors, j'ai un site internet www.creatorsforgood.com et puis sinon au niveau des réseaux sociaux, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram et mon handle, comme on dit, je sais pas en français, c'est @solène-fort-good. C'est un mix entre Solène Pinier, mon nom, et mon entreprise Creators for Good. Et voilà, et sur Instagram, je partage à la fois du contenu, des conseils pour les entrepreneurs, mais aussi un peu les coulisses de ma propre aventure entrepreneuriale. Donc, voilà. D'accord. De toute façon, tous les liens seront avec la présentation de l'épisode pour celles et ceux qui voudront les retrouver directement. As-tu un dernier mot sur l'évolution des manières de travailler, de vivre le travail? Peut-être un dernier mot parce qu'on a beaucoup parlé de transformer ses croyances, s'autoriser aussi à le faire. Et ça, pour moi, il y a un ingrédient fondamental, c'est celui de bien s'entourer et de pouvoir finalement transformer la norme qui nous a été imposée en une nouvelle norme. Et pour ça, il faut vraiment pouvoir s'imbiber d'autres expériences et expérimentations d'autres êtres humains. Donc, typiquement, le podcast que tu proposes, c'est un merveilleux moyen de s'imprégner, d'histoires inspirantes, de personnes qui pensent le travail un petit peu différemment, et ça fait vraiment partie du chemin de transformation. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à trouver des sources d'inspiration, que ce soit des livres, des podcasts, pourquoi pas des vidéos ou suivre des comptes sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, ou enfin bref, faire en sorte qu'on va transformer en fait son mindset, son état d'esprit en trouvant des références qui vont nous permettre de croire à ce qu'on croit déjà. Parce que en tant qu'être humain, on croit ce qu'on voit et on a besoin de voir que ça marche pour les autres avant de s'autoriser à sauter le pas. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans mon aventure entrepreneuriale. Et encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des livres, je fais en sorte de trier mon feed de mes réseaux sociaux pour faire en sorte qu'ils aillent dans le sens des croyances que j'ai envie de développer pour avoir une activité professionnelle qui soit à la fois épanouissante, rémunératrice et impactante positivement pour le monde.
Oui, et comme tu dis, se nourrir aussi pour voir, pour se rendre compte qu'il y a certaines croyances que l'on a, parce que le principe des croyances, c'est que souvent on ne s'en rend pas compte. Mhm. On considère ça comme la réalité. Donc, ça permet aussi effectivement d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres perspectives, comme tu disais, hein, avant de les consolider, on va dire, déjà de se dire, bah oui, il y a des choses qui sont possibles, on n'y pensait même pas. Et donc, merci à toi de nous proposer ça, changement de regard, cette manière de voir l'entrepreneuriat différemment, et puis au-delà de l'entrepreneuriat, hein, la manière de travailler, hein, travailler différemment. Bah, merci à toi pour le travail que tu fais et pour ce super podcast. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt.